Et voilà. Bien. Alors, bonsoir tout le monde. Et on veut donc parler des etrogim d'Eretz Israël. Le etrog, c'est un fruit pour lequel on investit beaucoup. D'abord, ça coûte cher. Ensuite, on passe des heures à le choisir. Et le Ben Ishraï a même a prévu une tefila à dire à tout Bishvat pour avoir un bel etrog Sukkot de l'année qui va venir. Et commençons par ce que c'est que ce etrog. Alors, ce etrog, on le trouve comme décoration dans les synagogues, par exemple. Vous avez devant vous une mosaïque qui est le sol de la synagogue de Hamat Tveria. Et vous voyez que vous avez le Hechal, l'entrée du Beth Amikdash, ça c'est classique. La menorah à gauche à droite qui sont le symbole juif par excellence. Mais vous voyez à gauche du Hechal un chauffard et une martha pour emmener les braises sur l'autel. Et à droite, vous voyez un loulav avec son étrog et les hadassim et les haravot. Donc, c'est un objet de décoration. Mais voyons ce qu'en dit le Rambam. Harambam, dans le guide des Écarrés, dans le Moreh Nevuchim, va nous dire la chose suivante. Vanirali, il me semble que les quatre espèces végétales du loulav, ça symbolise la joie de la sortie du désert. Parce que le désert est l'endroit où ne pousse rien. Ce n'est pas, c'est marqué dans la Torah, l'homme comme Zera, ou Tena, Vegefen Brimon, ou même Anishto. C'est l'endroit où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'eau pour boire. Mais quand on arrive en Eretz Israël, alors on a les arbres fruitiers, on est heureux. Et c'est pour ça qu'on doit les prendre chaque année à Sukkot pour se rappeler que Dieu nous a sortis du désert pour nous emmener vers Eretz Israël. Et un des commentateurs du Rambam, Rabbi Yaakov Antoli, dans le Malmat de Talmidim, nous dit la chose suivante, que le Moreh Nevuchim nous a expliqué que c'était tellement important pour nous de sortir du désert et de recevoir Israël que chaque année, on doit se rappeler de cette bonté d'Akadosh Baruch Hu à notre égard, même quand on est en galoute, on prend ces fruits qui sont les fruits d'Eretz Israël, qu'on trouve partout en Eretz Israël. J'ai oublié de vous lire le Rambam qui disait ces quatre espèces sont on les trouve partout en Israël, c'est pas facile de les trouver. Et en galoute, c'était un peu plus compliqué, mais c'était pour nous rappeler justement Eretz Israël, ce pays merveilleux de fruits qu'on trouve en cette époque, le hadas, la rava, l'étrog et le lulav. Alors, si on va maintenant pas vers les mosaïques, mais vers les pièces de monnaie, alors dans les pièces de monnaie de Bar Korva, on avait déjà parlé dans une autre conférence sur Bar Korva, on trouve sur une des pièces à gauche, c'est les deux côtés de la pièce, donc sur le recto ou le verso, je ne sais pas lequel est le recto et lequel est le verso, on trouve l'entrée du temple à gauche, et à droite, on trouve le lulav avec le etrog au centre et le hadas et la harava. Ceux qui savent, qui ont bien regardé la pièce, vous verrez qu'il y a une seule harava et un seul hadas, alors que nous, on prend deux branches de harava et trois branches de hadas. Pourquoi l'artisan qui a frappé la monnaie a eu la flemme de nous mettre deux haravot et trois hadassim? C'est pas parce qu'il n'avait pas la force de dessiner encore une harava et encore deux hadassim, mais c'est parce que la Mishnah nous enseigne, Rabbi Ishmael Omer, Shlosha hadassim ushte haravot, lulav echad vetrog echad, ça c'est la façon dont nous faisons aujourd'hui. Rabbi Akiva Omer que Shem shel lulav echad, vetrog echad, kach hadas echad ve'arava echad, de la même façon qu'il y a un lulav et un etrog, il faut un hadas et un harava. Et je rappelle, Bar Korva est l'élève de Rabbi Akiva. Et donc, voilà, même dans la pièce de monnaie, on nous fait une psykat halacha, et la pièce de monnaie décide que la halacha est comme Rabbi Akiva, une harava et un hadas, mais c'est intéressant que ça se trouve sur une pièce de monnaie. Si on va maintenant vers les pièces de monnaie frappées par les Romains à l'époque, on connaît très bien cette pièce de Juda Capta, la Judée captive, et on voit le Romain conquérant et la Judée assise en pleurs au pied d'un palmier. Le palmier, c'est le signe d'Eretz Israël, c'est un pays de palmiers. On exportait 20 variétés de dattes à Rome. Ça aussi, on a fait une conférence sur ce sujet. Et la Gemara nous dit en plus le loulav, c'est comme la lance, celui qui sort du tribunal avec sa lance, c'est qu'il a gagné son procès.
on sort de Rosh Hashanah et on a gagné notre procès. Je rappelle aussi que Sukkot est la fête où on va se mesurer aux nations. On va prier pour les nations, on va surtout prier pour qu'elles ne nous détruisent pas, parce que c'est un grand problème qu'on a avec les nations. Je n'ai pas besoin de développer ça dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où l'ONU se ligue entièrement contre nous pour nous mettre au banc des accusés. Sukkot, c'est la fête où on amène des sacrifices au même nombre, les 70 taureaux de Sukkot, qui sont comme les 70 nations dont nous parle le livre de Bréchit, pour essayer de survivre à ce qu'ils essaient de nous faire. Et je n'ai pas pu résister à mettre cette belle pièce qui a été frappée dans l'État d'Israël, où on voit la correction. Il y avait Judéa Capta, la Judée captive, et aujourd'hui on a Israël Liberata, Israël libéré, où on plante des arbres au pied de ce palmier, où la Judée, le peuple juif, cette femme porte un bébé très haut, alors qu'avant elle était en pleurs au pied de l'arbre. Donc voilà, on s'est à charge de revanche pour cette pièce romaine. Revenons au hétrog. Le hétrog, juste un rappel, tout le monde sait qu'un hétrog, il a un pitam, il a cette pointe du hétrog, et le hoketz, là où il est attaché sur la branche, là à droite, je l'ai mis sur une branche pour que vous compreniez que le hoketz qui est en bas, c'est ce qui l'accroche à la branche, et le pitam, il est à l'air libre. C'est très important parce que en Chutz Laaretz, on s'était habitué en France à avoir tous des trogim avec un très beau pitam, et si jamais il était cassé, catastrophe, le hétrog est pas soul. Or, on trouve beaucoup d'étrogim en Israël qui n'ont pas de pitam, dans d'autres variétés qui sont les variétés qui poussent en Eretz Israël. Et tout de suite, on va essayer de comprendre la différence entre les différentes variétés. Alors aussi, la taille du hétrog. Alors, le hétrog peut avoir différentes tailles. Vous voyez le Rishon LeZion, le grand rabbin Safarat, qui reçoit là 2 hétrogim. À droite, un hétrog marocain et à gauche, un hétrog yéménite. Regardez la taille. Et de nouveau, la Mishnah nous enseigne dans Masechet Sukkot que Shiur etrog akatan, Rabbi Meir Omer ke'egoz. Le plus petit etrog doit au moins avoir la taille d'une noix. Bon, c'est pas très grand. Mais le plus grand, bagadol, que des shiochez shnaim beyado. Il faut qu'il puisse en tenir deux etrogim dans la main. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef Omer afilo echad bishtei yadav. Même si c'est un etrog qu'il faut tenir à 2 mains, comme le etrog thémani que vous voyez dans les mains de Rishon LeZion, c'est kasher. Donc, il y a ces différentes massorotes de différentes communautés qui ont différents etrogim, certains avec un pitam. Vous voyez ici le etrog thémani qui est énorme mais n'a pas de pitam, donc certains sans pitam, certains avec, certains petits, certains grands. Et chaque communauté a ses traditions. Et je rappelle que le Rambam nous avait dit que c'est facile à trouver ces 4 espèces végétales en cette saison de Sukkot en Eretz Israël. Effectivement, aujourd'hui, dans les marchés en sont pleins. Vous allez au Kotel, les gens sont chacun avec son loulav, son etrog. Moi, je me rappelle encore à Strasbourg, où j'ai grandi, où il y avait un par famille. En Israël, on achète un pour chaque enfant, même les enfants qui ne sont pas bar mitzvah. En France, quand j'ai grandi, c'était un par famille et on se le passait dans la famille. Mais j'ai aussi passé une fois sous corps dans une communauté où il y avait 3 loulavim. Il y avait le loulav du rabbin, le loulav de mon père, parce que nous, on avait grandi à Strasbourg, on savait que chacun avait le sien, et un troisième loulav qui était amené par le gabaï, par le président de la communauté, et qui était le hétrog de la communauté, qui passait de main en main pour tous les membres. Personne n'avait acheté de loulav et de hétrog. Le rabbin avait le sien, la communauté avait le sien, et il servait à tout le monde. Oui, parce que c'est des fruits d'Eretz Israël. Alors, en Chutz Laaretz, c'est pas évident, c'est très cher, c'est très rare. Et il y a énormément d'histoires chassidiques de qu'est-ce qui se passait dans le shtetl en Pologne, où c'était très dur d'avoir un hétrog de bonne qualité parce que c'est déjà tellement loin que le temps qu'il fasse le trajet, il était déjà endommagé par le trajet. Et souvent, il n'y avait même pas de hétrog qui avait pu arriver à temps pour la fête de Sukkot. Et on a une floraison d'histoires chassidiques. Là, j'en ai mis une de Rabbi Yitzhak de Berdichev. Par hasard, à Berdichev, cette année-là, il n'y a pas d'étrog. Passe un voyageur qui a un loulav et un étrog, et le rabbi de Berdichev lui demande de rester à Berdichev pendant la fête de Sukkot. Le personnage ne veut pas, il veut continuer son chemin. Et le rabbi lui propose, je te donne la moitié de mon olam haba, de ma part au monde futur, si tu restes avec nous pendant la fête pour qu'on puisse faire la bracha sur les 4 espèces. Et ce juif accepte et tout le monde est content.
le soir de la fête, quand il veut aller dans une souka pour manger, le rabbi avait dit à toute sa communauté de ne pas lui proposer de s'installer dans la souka. Donc, il va chez le premier juif qui lui dit, ne peut pas manger chez moi. Il va chez le second. Et un après l'autre, il comprend qu'il y a un problème. Il va voir le rabbin, il demande qu'est-ce qui se passe. Et le rabbin lui dit, ben, si tu veux manger de la souka, ben, tu me rends la part de l'amaba que je t'ai proposé en échange du fait que tu restes ici pour qu'on ait un étrog dans la ville. Le gars comprend qu'il s'est fait avoir, mais est-ce qu'il va renoncer à la mitzvah de souka? Et finalement, il décide de rendre le Olam Haba au rabbi de Berdichev, qui lui permet alors de s'asseoir dans sa souka. Et quand il explique combien le rabbin n'était pas honnête avec lui, il dit au contraire, euh, jusqu'à présent, je n'étais pas sûr que le fait que je t'ai proposé mon Olam Haba, tu y aies droit, parce que en fait, c'était très intéressé. Et avoir mon Olam Haba pour le fait que tu es resté à Berdichev, c'est pas en équation. Mais maintenant que tu es prêt à donner ce Olam Haba pour être dans la souka, alors on voit que c'est avec tout cœur que tu veux faire les mitzvot. Maintenant, tu as ton Olam Haba à part entière et tu peux en profiter. Alors, c'est des histoires comme ça tout plein, mais ce qui est derrière, sous-jacent à ces histoires, c'est le fait que les communautés n'ont pas de hétrogym. Et quand il y a un hétrog qui arrive dans le village, c'est la fête. Et quand c'est un hétrog d'Eretz Israël, alors c'est la fête multipliée par 100. Et en général, ce qui se passe, c'est on mettait ce hétrog aux enchères. Et le personnage de la communauté qui pouvait se le payer, le plus riche de la communauté, avait l'insigne honneur de prendre le hétrog chez lui à la maison et permettait à tous les membres de la communauté de faire la bracha sur ce hétrog qu'il avait acheté à prix d'or. Ça, c'est la situation comme elle était dans la galoute, quand on avait du mal à avoir des hétrogim. Euh, Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, on commence à revenir en Eretz Israël. C'est l'âge d'or de la ville de Tzfat, avec tous les sommités rabbiniques, avec Rabbi Yosef Karo, avec Marie Berab, avec le Hari Akadosh, l'Alcher, enfin tous les grands de Tzfat. Et on a des témoignages qu'ils arrivent en Eretz Israël et ils trouvent en Eretz Israël des villages arabes qui cultivent le hétrog. Donc ils peuvent acheter des hétrogim d'Eretz Israël, mais il faut les acheter chez les Arabes. Il y a des problèmes aussi de marchands qui font monter les prix. Je ne veux pas maintenant m'étendre sur ce sujet-là, qui est un sujet épineux quand on parle du hétrog. Mais la plupart des communautés juives de la Galoute achètent des hétrogim qui viennent de pays plus proches que Eretz Israël. Eretz Israël, les hétrogim ne sont pas très beaux et le chemin est très long et problématique. Et jusqu'à que les hétrogim arrivent dans les communautés de la Galoute, ils sont en général en état catastrophique. Donc, les Juifs achètent des hétrogim en Italie, au Maroc, en Grèce. Et le pays numéro un connu pour ses plus beaux hétrogim, c'est la Grèce, et plus spécifiquement en Grèce, l'île de Corfou. Euh, que- Pourquoi les gens de Corfou cultivent l'étrog? Ben, vous voyez sur l'image, à gauche et à droite, ils en font de la liqueur et ils en font des confitures. J'ai exprès pas je n'ai pas cherché des photographies de liqueurs d'étrog de Corfou, ni de confiture d'étrog de Corfou, mais les deux images que je vous ai mises viennent de Corse, parce que j'étais en Corse il y a une cinquantaine d'années, et je me rappelle, j'avais été très, très frappé de voir que les Corses cultivent le cédra. Effectivement, ce qu'ils en font, c'est de la liqueur, de la confiture et également des bonbons. Alors, Corfou produit des trogim pour les besoins suscités, mais les Juifs aussi, les commerçants juifs viennent acheter des etrogim à Corfou pour les vendre dans toute la diaspora européenne. Et on a un témoignage de celui qu'on appelle le nocère de Pissarro, un voyageur qui est arrivé d'Italie en Eretz Israël au XVIe siècle et qui dit que quand il est arrivé, en allant vers Eretz Israël, il est arrivé la veille de Sukkot à Corfou et là-bas, il est allé acheter l'oulav et etrog qui étaient magnifiques, les plus beaux qu'il a jamais vus, beaucoup plus beaux que ceux qu'il connaissait à Pissarro en Italie. Donc c'est connu, les plus beaux sont à Corfou, mais on en trouve également au Maroc, en Italie et dans d'autres pays méditerranéens. Et donc ces trogim-là dont on se sert pour fêter la fête de Sukkot dans la diaspora, ils sont réputés pour être très beaux et très cachers. Depuis des générations, nos ancêtres, nos rabbins ont fait la bracha sur les trogim de Corfou, et donc il n'y a aucun problème
ce sont les etrogim les plus cachers. Et comme on sait que la mitzvah, c'est le kartem lachem pri etz hadar, il faut que ce soit un beau fruit. Ils sont magnifiques, beaucoup plus beaux que les etrogim d'Eretz Israël. C'est le etrog par excellence, c'est le etrog de Corfou. Ceux qui peuvent s'en procurer un, c'est ce qu'il faut. Maintenant, il y a en Eretz Israël, j'ai dit, on trouve des etrogim à Oum el-Fachem, dans la région du Sharon, on en trouve aussi un petit peu en Galilée. Mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Corfou, mais ils ont une massorette que eux aussi sont des etrogim qui ont une longue histoire de cacheroute, que nos maîtres et les juifs avant nous qui habitaient en Israël s'en servaient, donc ceux-là aussi sont cachés. Au 19e siècle, les moyens de transport s'améliorent. On a des bateaux à vapeur, on a le chemin de fer, on commence à voyager beaucoup plus facilement et on commence à vouloir exporter les etrogim d'Eretz Israël. Mais il va y avoir quelques problèmes. C'est que d'abord, on ne sait pas les cultiver. C'est-à-dire que les Juifs rentrent au Bercail. 19e siècle, c'est le début des aliyot du retour, l'alia des Chassidim, l'alia des élèves du Gaon de Vilna, l'alia du Maroc, du Tsouf de Vache, l'alia du Yémen, l'alia d'Algérie. J'avais fait une conférence sur toutes ces aliyot qui arrivent au 19e siècle. On veut cultiver l'étrog et l'exporter, mais on n'est pas encore très compétitif parce qu'on manque un petit peu des connaissances, du savoir-faire pour produire des etrogim de belle qualité. Mais sur ces entrefaites, je dis, arrivent les élèves du Gaon de Vilna, qui arrivent en 1807-1808, arrivent en Eretz Israël, et là, ils commencent à dire, oui, mais les etrogim de Corfou, ils ne sont pas très cachers, parce que apparemment, il y en a qui seraient greffés, et on n'a pas le droit de greffer. Un etrog doit être un etrog pur. Or, l'étrogim, c'est un arbre un petit peu fragile et on a l'habitude de greffer le cédra sur un arbre plus solide, sur le chouchrache, qui est un arbre, un étrog sauvage, ou sur d'autres fruits qui peuvent correspondre. Et ça pose un problème de cacheroute. Et on commence à discuter à l'akha, est-ce que les etrogim de Corfou sont kshérim ou sont pas kshérim? On va tout de suite voir que ça a une grande incidence sur le marché et sur le coût du marché. Et ce n'est pas seulement une discussion de halakha, c'est une discussion de part de marché. Quels sont les etrogim qu'on peut vendre? Parce qu'il y a un grand business là-dessus. Les Juifs qui rentrent en Eretz Israël, j'ai dit, ils vont commencer à faire de l'agriculture. Déjà, le Gaon de Vilna dit à ses élèves de faire de l'agriculture. Les Chassidim aussi, Rabbi Nissen Beck va faire de l'agriculture sur le Djermak au-dessus de Har Meron. On va voir d'autres communautés des Juifs du Maghreb qui vont planter des vergers d'étrogim. Et donc, il y a une compétition entre maintenant les etrogim d'Eretz Israël et les etrogim de Corfou. Donc, si on arrive à décider que les etrogim de Corfou ne sont pas cachers, mais les seuls cachers sont les etrogim d'Eretz Israël, ben, on va se faire des belles parts de marché et ça va donner du travail à ces Juifs qui rentrent en Eretz Israël. Alors, Rabbi Israël Mishklov, l'élève du Gaon de Vilna qui dirige la communauté des élèves du Gaon, lui va déjà planter un etrog près de Tibériade. D'ailleurs, les Arabes vont l'appeler Bustan el Yahoud, le verger des Juifs. Et beaucoup de rabbins vont parler de la chance et l'importance de prendre ces etrogim d'Eretz Israël et ne pas acheter les etrogim qui arrivent de Corfou en Grèce. À ce moment-là, en 1842, donc un peu plus tard, à cette époque-là, 19e siècle, le Rav Yehuda Bibas, qui est le grand rabbin de Corfou, c'est un personnage à part entière, il faut en parler. Je crois que Rabbi Eitan Pizon a fait une conférence sur lui dans le cadre des conférences de Madrashat Yehuda. Le Rav Yehuda Bibas, qui était un précurseur du sionisme, qui a déjà lancé l'idée d'une armée juive et d'une reconquête militaire du pays d'Israël. Le Rav Yehuda Bibas, qui est le grand rabbin de Corfou, envoie une caisse de etrogim au Rav Chaim Avraham Gagin, Rav Hagan, qui est le Rishon LeZion, le grand rabbin séfarade de Jérusalem. Et ça, c'est en 1142. Ok, donc à l'époque, je dis, il n'y a pas de problème. On est encore dans cette... tout le monde sait que les etrogim de Corfou sont cachers, tout le monde s'en sert. C'est les plus beaux du monde. Et donc, quel plus beau cadeau envoyé en Eretz Israël qu'une caisse de etrogim de Corfou, très cachère et magnifique.
La nouvelle est portée devant quelqu'un de très important, Rabbi Yehuda Meraguza, Rabbi Yehuda qui arrive de Ragusa, donc c'est un voisin de Corfou. Il est arrivé pour être le rabbin de Yafo, le rabbin séfarade de Yafo. On a déjà parlé de lui aussi, quelqu'un de très spécial. Il veut unifier les communautés ashkénazes et séfarades à Yafo. Il veut enseigner en tout en hébreu, pas en ladino, pas en yiddish. C'est aussi un précurseur. Et lui, il achète un verger à Yafo, au nord de Yafo, et il écrit une lettre au Rishon LeZion. Il lui dit, Monsieur le grand rabbin, j'ai entendu que vous avez reçu une caisse de Etrogim de Corfou. Bien sûr, si le Rav Bibas envoie une caisse au Rishon LeZion, il a sélectionné les plus beaux Etrogim de Corfou. Donc, s'il vous plaît, à la fin de la fête, n'en faites pas de la confiture, ce qu'on fait en général avec les Etrogim après la fête de Sukkot, mais s'il vous plaît, envoyez-les-moi à Yafo. Le Rav Hagan accepte, il envoie ces Etrogim à Yafo après la fête de Sukkot. Rabbi Yehuda, on sort les graines, les plantes dans le verger qu'il a acheté et commence la culture du Etrog de Corfou en Eretz Israël. Et il le dit dans une lettre qu'il envoie en 1853 à Moshe Montefiore. Voilà, je fais tout ce que je peux pour encourager les Juifs à revenir au travail de la terre. Il sait que Montefiore aussi est intéressé à promouvoir le travail des Juifs, qu'ils arrêtent de vivre de la charité, de la chalouka et qu'ils travaillent à travail productif. Et il va vendre son pardès, son verger de Etrogim et encore d'autres fruits à Montefiore. Et ce verger va prendre le nom de Pardes Montefiore. Et oui, ceux qui connaissent aujourd'hui à Tel Aviv le quartier Montefiore aujourd'hui a été construit sur ce qui était le Pardes Montefiore, qui était le Pardes de Rabbi Yehuda Meraguza, qui était le premier Pardes, le premier verger de Etrog de Corfou, d'Etrogim de Corfou, mais cultivé par des Juifs en Eretz Israël en 1842. Sur ces entrefaites, arrive pas tout de suite, ça va prendre encore un peu du temps. Il y a un rabbin très important, Rabbi Chaim Elazar Vax, qui est rabbin à Kalish, est un élève de Rabbi Eliyahu Guttmacher, un des précurseurs du sionisme. Et Rabbi Eliyahu Guttmacher lui écrit dans une lettre, il est clair pour moi que si 130 familles juives recommence l'agriculture, c'est le début de la Géoula. Si on veut forcer Dieu à commencer le processus de la Géoula, il faut qu'il y ait 130 familles qui arrivent en Eretz Israël et qui fassent de l'agriculture. Et donc, Rabbi Chaim Elazar Vax, qui est l'élève de Rabbi Leo Guttmacher, qui est aussi le khatan du Rav Yoshua Molcho, qui est aussi un rabbin pro-sioniste, pro-sioniste, je rigole, parce qu'il n'y a pas encore le sionisme, mais qui est pour le retour des Juifs en Eretz Israël. Alors, le Rav Vax, encore quand il est à Kalish, va acheter un terrain à Karne Chitim, c'est au-dessus de Tibériade, et il va là-bas planter des Etrogim. Alors, vous voyez à gauche la photo, c'est en 1924, c'est le premier Sion à Kfar Chitim, quand Kfar Chitim sera un village juif, un village agricole juif. Mais déjà, 50 ans avant, le Rav Vax a juste acheté un terrain à Kfar Chitim des Arabes pour en faire un verger de Etrogim. Et il a planté, là-bas, il dit qu'il a planté 600 cédras, 600 Etrogim, mais il espère l'année prochaine acheter encore un terrain dans la vallée du Roulet et là planter encore plusieurs milliers de Etrogim pour développer, d'abord pour donner du travail aux Juifs qui rentrent dans ce programme messianique de 130 familles d'agriculteurs, et c'est le début de la Géoula, et aussi de fournir des Etrogim, Ksherim et Meudarim d'Eretz Israël aux Juifs du monde entier. Alors, en 1886, il va venir en Eretz Israël, surveiller la culture de ces Etrogim, et il raconte qu'il a planté les premiers arbres à Kfar Chitaya, à Kfar Chitin, qui s'appelle Kfar Chitin, ce village arabe garde le nom d'un village juif ancien, Kfar Chitaya. Juste les arbres ont juste changé le nom de Chitaya en Chitin, et aujourd'hui c'est Kfar Chitim, c'est un village juif qui porte le même nom.
Et il raconte que quand il a planté les premiers etrogim, les plants étaient encore trop jeunes et ils se balançaient dans le vent. Et comme le cédra a des épines, les épines ont blessé le fruit. Alors, ça faisait des dégâts au fruit. Le fruit n'est pas tellement beau, il est cachère, parce que si c'est une blessure qui a été faite par la nature, c'est pas un homme. Si on vient et qu'on fait un trou dans le hétrog avec un tournevis, là, il est pas sous. On ne peut pas s'en servir à Sukkot. Mais si c'est naturellement, c'est parce que le vent a poussé les épines contre le fruit et le fruit s'est blessé, il n'est pas mehoudar, il n'est pas le plus beau possible, mais il est cachère. Mais avec le temps, il apprend comment s'occuper de ces étrogim. Ou Bezrat Hashem, Gadlo, Vitzlichu, Bemarien, Utormita. Maintenant, j'arrive à faire de très beaux étrogim. Yafim, Bemare, Benechmadim, Batoar, Odioter, Mimatroge, Corfou. Ils sont même encore plus beaux que ceux de Corfou. Donc, on a deux choses. C'est que on a des étrogim qui sont d'Eretz Israël et qui sont magnifiques. Il va écrire un livre, le Rav de Kalish. Son livre s'appelle Nefesh Chaya. Et dans une introduction qui raconte sa vie, vous pouvez voir que le biographe qui écrit Agav Shamati mipi Harav Zacharski Tel Aviv, sheshama mipi zkeno Rabbi Moshe Mortenfeld, שהיוונים מקורפו שלחו אנשים לרצוח נפש את הנפש חיה. Il y a une tradition orale qui apparemment des gens des Grecs de Corfou auraient envoyé la mafia en Eretz Israël pour assassiner Nefesh Chaya, qui leur détruisait leur monopole sur les beaux étrogim. Si maintenant il fait en Eretz Israël des étrogim plus beaux que de ceux de Corfou, il va leur détruire le marché, et ils ont envoyé des hommes de main pour se débarrasser du Nefesh Chaya. Nefesh Chaya n'a pas, Baruch Hashem, a survécu à cet essai de le liquider. Et il écrit, alors, pourquoi les gens de Corfou sont tellement fâchés? C'est que le Rav Zvax dit, il y a eu un changement dans le régime turc. Dans le régime turc, jusqu'à présent, la terre appartenait au sultan. Donc, personne n'était encouragé à développer l'Eretz Israël, parce que de toute façon, tout allait au sultan. Mais il y a eu un changement politique, il y a eu une parcellation du terrain qui a été donnée à des particuliers, et si on veut planter des arbres, on peut planter des arbres, il faut juste payer un impôt, un certain pourcentage au sultan. Du coup, ça encourage les producteurs à produire, les Arabes locaux, à produire des etrogim. Mais comme ils veulent produire de la belle qualité, ils vont faire des etrogim qui sont greffés. Et ça, ils ne sont pas kshérim. Donc, ça rentre dans cette polémique que les etrogim des Arabes sont greffés, pas cachers. Les etrogim de Corfou, ils ne sont pas cachers. Venez acheter chez moi des etrogim qui sont et cachers, pas greffés, et d'Eretz Israël. Donc, il est en train de liquider et le marché arabe et le marché grec à Corfou. C'est pour ça qu'il se fait pas mal d'ennemis. Et son prédécesseur à Kalish, qui va être aussi son prédécesseur en Eretz Israël, Rabbi Meir Auerbach, écrit un livre Imre Bina, et dans lequel il dit, après que soient venues les rumeurs que les etrogim de Corfou apparemment ne sont pas cachers parce qu'ils ont été greffés, alors il y a beaucoup de rabbins qui pensent qu'il faut arrêter de faire la bracha. C'est vrai que dans le temps, ils étaient cachers, mais maintenant les méthodes agricoles ont évolué, on fait des greffes, et donc ces etrogim qui étaient magnifiques et cachers sont toujours encore magnifiques, mais ils ne sont plus cachers. C'était une obligation à nos frères juifs de Chutz Laaretz, de la diaspora, d'écouter l'avis des rabbins et de l'olvarech à l'étrog Corfou, d'arrêter de faire la baracha sur l'étrogim de Corfou. Bimiasig etrog asher mimkor kadosh yaler. S'ils trouvent on ne va pas dire que Corfou c'est entièrement interdit, et surtout si on n'en a pas d'autres. Mais si vous arrivez à vous procurer un etrog d'Eretz Israël, alors s'il vous plaît, prenez l'étrog d'Israël et laissez tomber les etrogim de Corfou, parce que les etrogim d'Eretz Israël cachers à l'Iba de Koulé Alma sont cachers d'après tout le monde, parce qu'il n'y a pas de greffe, etc. Et puis il y a des rabbins très importants qui surveillent, qu'on contrôlait. Donc prenez un etrog de cachère d'Eretz Israël
et pas un étrog de Corfou. Le mouvement des Chobevet Sion, les amants de Sion, se développe sous la férule du Rav Moaliver, Rav Shmuel Moaliver, et eux aussi vont essayer d'encourager les Juifs qui rentrent au pays pour faire de l'agriculture. Et donc, ils vont dire il faut à tout prix acheter cette production pour encourager les agriculteurs juifs qui viennent s'installer en Israël. Et même s'il est moins beau qu'un étrog de Corfou, il faut préférer un étrog d'Eretz Israël dans la Souka. Ça, c'est la publicité qu'ils font pour l'étrogim d'Eretz Israël. Et le stade suivant, c'est que le Rav Moaliver, qui est donc l'instigateur, le Nassi, le président des Chobevet Sion, pour son anniversaire des 70 ans, va dire je ne veux pas de cadeau. Tous ceux qui pensent m'envoyer un cadeau pour 70 ans, je ne veux pas. Si vous voulez m'offrir un cadeau pour mes 70 ans, vous ramassez de l'argent, vous achetez un terrain en Israël et vous planterez un verger de Etrogim. C'est ce qui va être fait par son beau-frère. Et vous voyez à gauche le certificat de cacheroute des Etrogim plantés dans ce verger planté en l'honneur de 70 ans du Rav Shmuel Moaliver. Alors, ça s'appelle le verger de Shmuel, Gan Shmuel, et Trogué Gan Shmuel, les cédras de Gan Shmuel. Et alors, il se trouve aussi un gimmick, il trouve aussi une formule publicitaire, où le kartem lachem, Michel Lachem, la Torah dit où le kartem lachem bayom arishon, priet sadar, le premier jour de la fête de Sukkot, vous prendrez pour vous un étrog, et Chachamim disent vous prendrez pour vous, il faut que ça vous appartienne. Et la dracha que font maintenant les Chobevet Sion, nous kartem lachem, Michel Lachem, pri et sadar anatoa l'idée Israël. Vous prendrez non seulement un étrog qui vous appartient, que vous avez acheté, mais un étrog qui vous appartient parce qu'il a été planté par un juif. Donc c'est la publicité pour vendre l'étrogim de Gan Shmuel. Et plus tard, le verger sera à l'abandon, la terre sera donnée au Kakaël, qui la donnera à un kibbutz du Hashomer Hatzaïr, qui porte toujours encore aujourd'hui le nom de Gan Shmuel. Il était fondé en 1922. Gan Shmuel, c'est l'entrée du kibbutz avec la porte, et l'effigie du Rav Shmuel Moaliver à droite. Et vous voyez ce qu'il écrit. L'amrot chefti otsoni livli la chugat chag yovli. Bien que je n'ai pas du tout l'intention ni la volonté de fêter mes 70 ans, je suis obligé de céder à la demande de mes amis. Alors, j'ai cédé, ok, qu'il me fasse une fête pour mes 70 ans, mais j'ai une demande. Que la fête soit autour du fait qu'on va inaugurer un verger de Etrogim en l'honneur de 70 ans. C'est comme ça qu'on a un kibbutz du Hashomer Hatzaïr qui porte le nom d'un rabbin célèbre, Rabbi Shmuel Moaliver. Alors, ok, c'est très beau de prendre un étrog d'Eretz Israël, il est entièrement cachère, il a été produit par des juifs, il donne du travail des juifs. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable de subvenir aux besoins de la demande du marché. Alors là, j'ai un extrait, c'est un compte-rendu du journal Hamelitz, qui en 1923 annonce, Rabbi Yechiel Michal Pines, connaissez la rue Pines, c'est aussi un des élèves du Gaon de Vilna qui a beaucoup fait dans les Shrunot de Jérusalem et a géré les projets pour Montefiore et pour beaucoup d'autres. Et il dit qu'en 1923, pardon, il dit qu'il y a 20 ans, on a réussi à produire 600 étrogim en Israël. Mais aujourd'hui, en 1923, on est déjà capable d'exporter 40 000 étrogim. Donc ça va très bien. Les Juifs ont répondu présent à la demande, délaissent un peu les étrogim de Corfou, commandent des étrogim d'Israël et 40 000 étrogim sont exportés à partir de 1923. Et pour comprendre de quoi il s'agit, comment ils ont bien réussi à faire passer cette idée qu'il y a une mitzvah, minamoufrar, la mitzvah la meilleure, c'est de prendre un étrog d'Eretz Israël. Alors, Rabbi Eliyahu Akiva Rabinovich, Mipoltava, qui était un des fondateurs d'Agudat Israël, donc c'était un canaille, quelqu'un qui avait des idées qui se battait pour sa Torah, a refusé de faire la bracha sur des trogim
de Corfou ou d'autres pays qu'Eretz Israël. Et il est arrivé une fois, c'est son fils qui raconte, que son étrog est tombé et il n'était pas saoul. Il n'a pas réussi à en trouver un autre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vetsiva oto levarech al etrog Marocco. Son fils avait un étrog qui venait du Maroc. Il a dit à son fils, tu fais la bracha à voix haute, et après, je prendrai mon étrog d'Eretz Israël et je ferai les nanouim, je secouerai le loulav et l'étrog avec mon étrog d'Eretz Israël. Il ne voulait même pas toucher l'étrog du Maroc. Il a dit, tu fais la bracha, parce que sur un étrog pasoul, on ne peut pas faire la bracha. Tu fais la bracha, tu la fais à voix haute pour que je sois yotse de la bracha. Et après, il a secoué l'étrog d'Eretz Israël, mais il a refusé de prendre en main un étrog qui venait du Maroc. Alors, il y a beaucoup, pardon, pardon. Il y a des gens qui s'opposent, qui pensent qu'on s'est servi des troguim de Corfou, du Maroc, de Calabre depuis toujours, et pourquoi un beau jour ils deviennent non cachers. Donc, beaucoup s'appuient sur le Khatam Sofer de Preshbourg, le Khatam Sofer qui a dit que le etrog, c'est comme une volaille. Une volaille, pour pouvoir manger la volaille, il faut qu'il y ait une massorette de cacheroute. Il faut qu'on ait une massorette, que c'est un oiseau cachère. C'est-à-dire que si vous êtes dans le désert, vous êtes un endroit où il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de rabbinat, vous voulez manger du poisson, vous allez au marché, vous regardez le poisson. C'était avant qu'on l'achète en cellophane, en cube de cellophane dans le freezer. Si vous voyez le poisson au marché, vous regardez, s'il a des écailles et des nageoires, il est cachère, vous mangez. Même chose avec un ruminant. S'il rumine, éclate ça ou fendu, il est cachère. Pour les oiseaux, la volaille, il ne suffit pas qu'il y ait les simanim, les signes qu'il y a dans la Torah, il faut en plus qu'on ait une tradition que c'est un volatile cachère, ce qui a posé un gros problème à l'époque où on a commencé à importer en Europe la dinde, parce que la dinde, elle vient d'Inde, enfin, la nouvelle Inde, les Indes occidentales, l'Amérique, elle était inconnue en Europe, donc on n'avait pas de massoret. Et au début, les rabbins ashkénazes avaient interdit la viande de dinde, après ils ont trouvé comment la permettre, mais au début, c'était interdit. Ils ont dit de la même façon que la volaille, il faut avoir une massorette, une tradition que c'est une volaille cachère, un volatile cachère. Même chose pour un trog, il faut la tradition. Si la tradition, c'est bon, on n'a plus besoin de simanim. Donc, comme on a une tradition que les trogines de Corfou, de Calabre, du Maroc sont cachères, ils sont cachères, on n'a pas besoin de se casser la tête. Donc ça, c'est tous ceux qui veulent continuer à prendre les trogines de Koutslaretz, se servent du Khatam Sofer pour justifier leur choix, bien que Khatam Sofer était un grand partisan des trogim d'Eretz Israël. Et les Hasidim de Chabad, par exemple, eux, prennent uniquement des trogim de Calabre, parce que c'est ce que prenait le rabbi, l'Admor Azaken, parce qu'il y avait une tradition qui remonte au Tosafot. À l'époque des Tosafot, donc l'école des élèves de Rashi, les trogim étaient, en France, c'était les trogim de Calabre, ce qu'on appelle dans la tradition ilchatique les étrogim de Yanova, de Gênes, parce qu'ils étaient exportés par le port de Gênes, et les chassidim de Chabad continuent jusqu'aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, on a réglé tous les problèmes parce que on a des étrogim de Corfou qui sont plantés en Eretz Israël, on a pris des graines qu'on a plantées en Israël, on a des étrogim de Calabre qu'on plante en Eretz Israël, on a des étrogim marocains plantés en Eretz Israël. Donc, ceux qui veulent un étrog marocain, vous n'êtes pas obligé de l'aller chercher au Maroc. Vous pouvez avoir un étrog marocain avec le pitam, comme vous avez l'habitude, beau comme il a l'habitude, mais qui est un étrog d'Eretz Israël. Mais ça, j'avance dans le temps, ça c'est à notre époque. À l'époque, un petit peu avant, si on voulait un étrog de Calabre, il fallait le chercher en Calabre. Et, les Admorim de Chabad avaient une tradition que ce Calabre, le berceau du étrog dont parle Moshe, et c'est ça qu'il faut prendre. Devant vous, vous avez une photo du professeur Eliezer Goldschmidt, qui est spécialiste dans tout ce qui est les halachot relatives à l'agriculture. Et il dit, on avait des traditions de cacheroute d'étrogim à Corfou, au Maroc, en Calabre, parce que l'agriculture était traditionnelle, on ne greffait pas les trogim. Il dit, tout ça a changé en 1832. En 1832, il y a une maladie, il y a un champignon qui a attaqué les trogim, d'abord à Madère, sur les îles de Madère, et après ça s'est répandu dans le bassin méditerranéen. Et pour lutter contre le trog étant trop faible face à ce champignon, on a greffé les trogim sur des souches plus fortes
ce qui font qu'ils résistent aux champignons, mais ils ne sont plus kshérines. Donc, dit le professeur Goldschmidt, les meilleurs etrogim sont ceux qui viennent d'endroits qui sont loin de la côte. Parce que à Madère, ce qui se passe, c'est que c'est là que où les bateaux qui allaient de l'Afrique vers l'Amérique s'arrêtaient pour faire le plein d'agrumes. Les agrumes sont très importants sur les bateaux parce que il y avait le scorbut, les marins étaient longtemps en mer, il manquait de vitamine C, de fruits frais et de légumes frais, pour les agrumes se conserver. Et donc, ils achetaient des agrumes pour avoir des fruits, de la vitamine C pour ne pas tomber, ne pas être victime du scorbut. Et donc, ils ont amené cette maladie à Madère, et de là, ça s'est répandu dans les ports, de port en port. Donc, si on achète dans des régions reculées de l'Atlas au Maroc, ou à El Fachem et Kfar Chitim, qui sont loin des ports en Eretz Israël, on a beaucoup plus de chances d'avoir des etrogim qui sont encore des etrogim originaux sans être greffés. Et la discussion fait rage sur les etrogim de Corfou, qui sont, je rappelle, les plus beaux et qui ont leur tradition de kashrut. Et tout ça finit par un jour sombre de 1891. En 1891, à Corfou, le Moyen-Âge ressuscite et on découvre le corps d'une jeune fille assassinée, violemment assassinée. Les Juifs disent que c'est une jeune fille juive de la communauté. Mais les chrétiens disent non, non, c'est une jeune fille chrétienne qui a été assassinée par les Juifs pour se servir de son sang pour les matzot. Vous vous rappelez l'accusation de meurtre rituel du Moyen-Âge, et commence un pogrom à Corfou. Alors le gouvernement grec va un petit peu freiner le pogrom, mais quand même 5000 Juifs vont quitter l'île. Du jour au lendemain, ils quittent, ça devient dangereux, les maisons sont brûlées, une synagogue est incendiée, et il ne fait plus bon être juif à Corfou. Bien que tous les témoins sont unanimes, cette jeune fille, cette victime est juive, mais ce n'est pas important. Le clergé a monté ça en épingle contre les juifs, la foule a suivi, et il y a des massacres de juifs, pas des massacres, c'est pas des massacres, mais il y a des poursuites contre les juifs, et des vols et des destructions, et les juifs quittent Corfou. Du coup, si les juifs quittent Corfou, eh ben, les rabbins vont dire, ben, on n'a pas le droit d'acheter des etrogim entachés du sang des juifs de Corfou. Là, vous voyez le journal Hatzfira qui paraît en mai 1891 et qui dit Hagaon Baal Hamoud Daniel, Shemitzat Safek Bracha Evachurak. On a bien qu'on avait dans le temps des rabbins qui avaient dit que quand les etrogim Corfou ils sont entièrement cachers et on fait la bracha dessus. Mais si on a d'autres etrogim, on ne sait pas sûr qu'ils sont cachers. Alors on ne fait pas vraiment la bracha Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Olam Asher Kedoshim Tzadtzenu Al-Fiakula, mais on fait Baruch Rachamana, on fait une bracha sans prononcer le nom de Dieu. Mais il dit que יתעוררון כל שלומי אמוני ישראל לשמוע על חוקקי יהודה, גדולי הדור המזהירים באזהרה רבה למשוך יד מאתרוגי Corfou. Tous les rabbins sont unanimes, arrêtez d'utiliser les etrogim de Corfou, והכסף רבבות אשר תוציאו על מצווה זו בכל שנה, תנו לאחיכם העובדים בזת אפם אדמת הקודש, donnez cet argent que vous dépensez chez les Grecs, donnez-le à vos frères qui travaillent la terre d'Eretz Israël, וזכרו במצווה פרי הדר הכשרים, בלי שום חשש כלל. Donc, prenez les trogim d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que, j'ai sauté, c'est ce qui est maintenant, la souris, là, je montre. Asher kol deme achenu bnei Israël tzoakim elenu min ha'ir doresh damim. C'est nos frères de Corfou supplient. C'est un endroit qui massacre les Juifs. On a un petit peu aussi amplifié ce qui s'est passé. Mais du coup, on n'a plus envie de prendre les trogim de Corfou. Et du jour au lendemain, toute cette discussion, est-ce que les trogim de Corfou étaient cachères, n'étaient pas cachères? Je rappelle, je vous avais dit qu'il y avait, à partir de l'Alia des élèves du Gaon de Vilna, on commence à prendre les trogim d'Eretz Israël, qu'on a pris des vergers des Arabes de El Fachem et de villages dans le nord, et on a commencé à faire des vergers juifs. Et donc, on a dit ceux de Corfou ne sont pas très cachères, en voulant donner le marché aux trogim d'Eretz Israël. Mais du jour au lendemain, il n'y a plus de problème. On n'achète plus à Corfou, mais tous les trogim de Corfou qui sont en Eretz Israël sont cachers, parce que je rappelle que les trogim séfarades, je suis de l'ordre, les Ashkenaz, les élèves du Gaon de Vilna, ont pris
les étrogim des Arabes et on les a plantés en Eretz Israël. Donc les étrogim d'Eretz Israël Ashkenaz étaient les étrogim arabes d'Eretz Israël. Les étrogim séfarades, ça a été planté par le Rav Yehuda Miragoza à Yafo, qui avait planté ces étrogim à partir des graines des étrogim de Rav Yehuda Bibas. Donc, si les étrogim de Corfou ne sont pas cachers, les étrogim des Sephardim en Israël ne sont pas cachers non plus. Donc, il y avait une guerre entre Ashkenaz et Sepharad. Chacun voulait exporter les étrogim, mais chacun les siens, parce que ceux de l'autre ne sont pas cachers. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, on n'achète plus à Corfou, on oublie Corfou, mais tous ceux qui ont été plantés, les trucs de Corfou qui ont été plantés en Israël, on les accepte, plus personne ne met en doute. Bien sûr, si le Rav Yehuda Bibas les a envoyés, quelqu'un de la stature de Rav Yehuda Bibas n'a pas envoyé des trogim qui n'étaient pas cachers, et donc tous les trogim en Israël, qu'ils soient d'origine arabe, d'origine Corfou, d'origine autre, sont maintenant cachers en Israël. Il y a de nouveau des piyutim qui sont écrits. Sham alayam bekorfu ha'ish ataf damo bechutzot kamaim batav nehersu vayu le'i plitav nitru l'ktse shamaim. Ça raconte le désastre de l'accusation de meurtre rituel à Corfou et les Juifs qui ont été chassés de Corfou. Le Rav Shlomo Zalman Baharan va aller jusqu'à dire que les trogim de Corfou sont peut-être plus beaux que les trogim d'Eretz Israël, mais ils sont imprégnés du sang de nos frères juifs. Et donc, bien sûr, on ne peut pas prendre des trogim de Corfou, des trogim de Corfou. Alors, on est au début du XXe siècle, on va voir un peu ce que pensent les rabbins. Jusque maintenant, on est au XIXe siècle. Je rappelle l'accusation de meurtre rituel à Corfou 1891. On passe maintenant dans le nouveau siècle, le XXe siècle, et on a le Rav Kook qui arrive à Yafo et qui va aider à développer par des cimes ces vergers de Yafo de nos frères séfarades, puisque Yafo, on a dit que ce sont les trogim de Corfou. ולהוסיף חיבה את הסיבה מאת השם הבוחר בארץ חמדה שנתגלה קלונם של האתרוגים הקטנים מבני נכר שונאי ישראל מהגנות שבחו"ל, מתברר הדבר שהם מורכבים. Et comme Akadosh Baruch Hu a voulu aider le Ham Israël à rentrer en Israël, alors il a fait que sont arrivées toutes les rumeurs que les trogim de Chutz Laaretz ne sont pas cachers, et du coup, il n'y a pas le choix, il faut utiliser les trogim d'Eretz Israël, et ça encouragera nos frères agriculteurs. Le Aruch HaShulchan, Rabbi Yechiel Michal Epstein, écrit ואיך לא נבוש ולא ניקלם מדבר מצווה שנוכל לקיימה מבחיר ארצנו הקדושה ליטול דווקא מארץ עמים. Il dit, bien sûr, il y a les considérations ilchatiques, est-ce que les trogim de Corfou sont cachers, les trogim de Chutz Laaretz sont cachers ou pas cachers. Mais il dit, aujourd'hui, on a une possibilité d'acheter un trogim d'Eretz Israël. C'est une honte d'acheter des trogim de Chutz Laaretz. Donc, dans le temps, il n'y avait pas le choix, mais maintenant qu'il y a une production des trogim d'Eretz Israël, il n'y a plus aucune raison d'acheter des trogim qui ne sont pas d'Eretz Israël. Et il va encore plus loin. Amit ganderim ba'afrad haaretz acheret umnashkim perotea umashlichim piria hatova. Ceux qui se roulent dans la poussière d'autres pays, de la galoute, et préfèrent embrasser leurs fruits et délaissent les fruits d'Eretz Israël. Donc il devient très virulent contre les gens qui utilisent les fruits les trogim de Chutz Laaretz. Rabbi Ovadia Adaya va encore plus loin. Bien sûr, c'est un rabbin qui écrit un ouvrage de Halacha, il y a ce qu'il a dit dans lequel il va discuter de la cacheroute des trogim d'Eretz Israël ou de Chutz Laaretz. Mais après, à la conclusion, il arrive Vedavar ze pashut ubarur lekol be'ain tfuna. C'est évident pour moi que les trogim d'Eretz Israël, c'est cela qu'il faut prendre. Et il dit pourquoi. Le fianiou dati barur sheperot Eretz Israël yesh lahem adifut mitzat dushatan shen gadlu b'kedusha b'tohara. Ah oui, la question qu'on lui a posée, c'est que on sait que la terre d'Israël a été se singularise par des fruits. Les 7 fruits d'Eretz Israël, 7 fruits d'Eretz Israël, c'est Eretz Chita, Osora, Geffen, Tenab, Rimon. Le hétrog ne fait pas partie des 7 fruits. Donc, quand on a un raisin, bien sûr, c'est le raisin d'Eretz Israël, il a préséance sur le raisin de Chutz Laaretz. Mais quand c'est le hétrog qui n'est pas spécifiquement un fruit d'Eretz Israël,
pourquoi prendre le hétrog? Alors là, le Rav Adaya dit parce que le fait qu'il ait grandi dans la Kdusha d'Eretz Israël, dans l'air d'Eretz Israël, dans la terre d'Eretz Israël, ça lui donne un surplus de Kdusha par rapport au Etrogim de Chutz Laaretz. Alors même si le Etrog de Chutz Laaretz est kasher, il n'a pas ce surcroît de Kdusha d'Eretz Israël. Le Rav Binyamin Zilber va encore beaucoup plus loin. Lui, il dit Veli en sarich al ze rayot. Je n'ai pas besoin de prouver, je n'ai pas besoin de faire d'un pilpoul de halacha. Je disais Katouf kvar al luach libi. C'est écrit sur mon cœur. C'est un cœur juif, une âme juive. C'est évident que si on a le choix entre un étrog d'Eretz Israël et un étrog de Chutz Laaretz, ben on prend le étrog d'Eretz Israël. Il n'y a pas besoin de faire un pilpoul de halacha. Est-ce que celui est cachère, plus cachère, moins cachère? On ne se pose pas la question. Il y a un étrog d'Eretz Israël. Tu prends l'étrog d'Eretz Israël. Si tu as un cœur juif, ton cœur te le dicte et tu n'as pas besoin de faire un pilpoul. Alors le Rav Kook, non seulement il nous a expliqué que c'était l'Ashgacha, Kadosh Baruch Hu, qui a fait qu'on a commencé à trouver des problèmes dans la cache-route des Trogim de Chutz Laaretz, mais il va encourager une organisation qui s'appelle la Goudat Pri Etz, qui s'occupe de planter des vergers de Trogim. Vous voyez une photo de l'époque à gauche, vous voyez les agriculteurs avec leur production. Et le Rav Kook il dit Hanoi, le fait que les Trogim de Chutz Laaretz sont choisis par les Juifs, c'est parce qu'ils sont plus beaux. Ah ben, pourquoi ils sont plus beaux? Parce qu'ils sont greffés. Donc ils sont plus beaux, mais ils sont beaucoup moins cachers. Alors, le Rav Kook, il donne une réponse incroyable. Hanoi biglal leotam murkavim. La beauté des Trogim de Chutz Laaretz, c'est à cause du fait qu'ils sont greffés. Shamurkavim yeshlaim noi chitzoni. Ceux qui sont greffés, ils ont une beauté extérieure. Hamosher etain, qui nous interpelle. Mais ça, c'est une beauté qu'il faut repousser à deux mains. Venoy ha'amiti, shechut shel chesed mashuch alav. Matsui rak betrogim aksherim. Mais la véritable beauté, c'est la beauté interne de Etrog d'Eretz Israël. Mataya chenu bnei Israël ovded matakodesh. Nos frères juifs qui travaillent la terre d'Eretz Israël. Et c'est cela qu'il faut choisir. Ça, ils ont la beauté interne. Et le Rav Kook va demander au Rav Orlansky de Petar Tikva de surveiller effectivement que il y a les agriculteurs d'Eretz Israël ne commencent pas à faire des greffes pour améliorer la beauté des fruits. Et il va dire qu'il va falloir lever des surveillants pour éviter que, pour la pâte du gain, pour avoir des étrogils plus beaux, et bien sûr qu'on peut vendre plus cher, qui peuvent être plus compétitifs sur le marché, il y aura peut-être des agriculteurs qui voudront faire des greffes. Alors le Rav Kook crée aussi toute une organisation de hashgacha, de surveillance des pardessim pour éviter les greffes en Eretz Israël. Alors en 1919, il y a une Agouda, le syndic des producteurs d'électrodes qui dit que chez Nam Noflim Od Metrogar Sotacherot, on est arrivé à une qualité qui n'est pas moindre que les autres pays, donc venez acheter les trogim d'Eretz Israël. Les villageois en Eretz Israël envoient une lettre, une circulaire aux Juifs que Rak etrog israéli israéli anikne merevot alpei achenu. Il demande aux rabbins de œuvrer, d'expliquer aux Juifs qu'il faut acheter les trogim d'Eretz Israël et soutenir l'agriculture en Eretz Israël. En 1932, il y a une grande concurrence des villages arabes en Eretz Israël qui commencent à inonder le marché de Etrogim d'Eretz Israël, mais produits par des Arabes. Et vous voyez là le syndicat des producteurs d'Etrog qui nous envoie une circulaire Kalka Ivrit, Avoda Ivrit, Etrog Ivrit. Une terre juive, une main-d'œuvre juive, un Etrog juif, et n'achetez pas chez la concurrence, achetez un Etrog juif. On a compris de quoi il s'agit. Donc, il faut donner préséance aux Etrogim d'Eretz Israël. Aujourd'hui, je dis, on a la chance d'avoir tout ce qu'on veut comme Etrogim en Eretz Israël. Ils sont cachers et on a toutes les variétés. Donc, ceux qui veulent continuer à prendre les Chassidei Chabad, qui veulent un Etrog de Calabre, à Kfar Chabad, il y a un verger qui fait uniquement des Etrogim de Calabre. Ceux qui veulent ceux de Corfou, il y a ceux de Corfou. Ceux qui veulent ceux de Umm el-Fachem, il y a ceux de Umm el-Fachem. Ceux qui veulent les étrogim du Maroc, ils poussent en Israël. Ceux qui veulent des étrogim du Yémen, énormes, il y en a en Israël.
Donc, on peut allier la massorette et la beauté à laquelle on est habitué avec la Kedusha d'Eretz Israël. Peut-être une histoire, là j'ai mis une histoire sur le Rav Mordechai Eliyahu, mais peut-être une autre histoire que le Rav Mordechai Eliyahu avait une estime énorme pour le Baba Saleh. Et chaque année, à la veille de Sukkot, le Baba Saleh faisait parvenir à Chacham Eliyahu un étrog marocain. Et le Rav Eliyahu avait un gros problème. C'est d'un côté, il a un respect énorme pour le Baba Saleh, et puis le Baba Saleh lui envoie un cadeau. Il ne peut pas rejeter le cadeau, mais le Rav Mordechai Eliyahu ne veut pas utiliser un étrog de Chutz La'aretz, donc il faisait la bracha sur un étrog d'Eretz Israël. Mais après, les Na'anouim, quand ils secouaient l'oulav, ils prenaient le étrog, l'Ichvod de Baba Saleh, ils prenaient aussi le étrog marocain. Euh, pour finir cette conférence, juste un rappel, j'avais dit qu'à Corfou, on faisait des confitures, en Corse, on faisait des confitures. Alors, chez les Juifs aussi, on fait des confitures après, avec les trogim, après la fête de Sukkot. Et il y a beaucoup de sgoulottes de cette confiture de etrog. Le Rav Ovadia Yosef, Rishon LeZion, disait que il faisait la confiture, sa femme faisait confiture avec les etrogim, mais c'est une grande sgoula. Il connaît beaucoup de gens qui ont eu des yeshuot, qui ont eu des enfants. C'est surtout pour des femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Et les dernières années, il y a beaucoup de rappels dans les médias de faire attention. Ceux qui veulent goûter une demi-cuillerée de confiture d'étrog pour la sgoula, grand bien leur en face. Mais ceux qui veulent faire des confitures pour manger la confiture d'étrog pendant toute l'année, faites gaffe. Comme le etrog est un fruit qui est surtout vendu pour la bracha, d'après le ministère de la Santé en Israël, il n'est pas considéré comme fruit. Et donc, il n'est pas soumis aux restrictions et aux limitations dans la quantité de pesticides qu'on a le droit d'utiliser. Et comme bien sûr les producteurs veulent le plus bel étrog sans aucune tâche, donc pour éviter qu'il y ait des mouches, la mouche méditerranéenne qui pondent ses œufs, etc., ils utilisent des quantités incroyables de pesticides. Alors faites gaffe parce que il y a des quantités dingues de pesticides dans les étroguimes, donc il ne faut pas les manger. Ils n'ont pas été produits pour être mangés. Donc si vous mangez une cuillerée pour la sgoula, il ne vous arrive à rien. Mais si vous voulez vous goinfrer de confiture d'étrog, ne prenez pas les étroguim produits pour la fête. Ceux-là ne sont pas tellement bons pour la santé. Et on est maintenant entré au Liban et la guerre est passée dans son deuxième stade. Je rappelle on a encore quelques shlavim, quelques stades devant nous. On n'est pas encore vers la fin, mais on a confiance que comme Akadosh donné la victoire sur Gaza et déjà la presque victoire sur le Hezbollah, bien qu'il faut encore beaucoup à nettoyer, il donnera aussi la victoire sur nos autres ennemis qui attendent dans la liste. Et on souhaite à nos Chayalim d'avoir l'occasion de prendre l'herbe minime et de combattre et de revenir victorieux de nos ennemis. Comme je l'ai dit au départ, le loulav, c'est le symbole, c'est comme la lance des combattants de Bar Korba, c'est le symbole du combattant victorieux qui rentre à la maison. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la victoire à eux et à Kol Am Israël et qu'ils reviennent en bonne santé, avec tous les otages en bonne santé, dans la Yeshua et le Nitzachon. Chag Sameach. Voilà. J'ai coupé